Et maintenant, l'invité de la matinale est cette question. Derrière sa politique protectionniste, Donald Trump prépare-t-il une révolution monétaire ? Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste, vous avez fondé le cabinet Asterès, présidé les rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, et vous êtes l'auteur de La civilisation de la peur, comment garder confiance en l'avenir, et c'est paru l'an dernier chez IXO. Alors on va parler de la politique monétaire américaine, surtout ne partez pas, c'est un sujet technique, mais c'est un sujet surtout politique, de politique internationale. Avant cela, comment comprenez-vous, Nicolas Bouzou, cette lettre adressée aux grandes entreprises françaises par l'ambassade américaine à Paris, pas signée d'ailleurs de l'ambassadeur, mais d'un fonctionnaire américain, lettre qui demande à ces entreprises françaises de renoncer à leur politique de discrimination positive, d'inclusion de diversité, pour se mettre en conformité avec un décret anti-diversité signé par le président américain en janvier dernier. Ouais, il y a deux choses dans cette lettre. Il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui est vieux, comme la politique étrangère américaine. Bon, ce qui est nouveau, ce sont en effet ces programmes anti-diversité. Donc là, c'est, on va dire, la révolution anti-woke, qui aujourd'hui apparaît aux États-Unis, dans les universités, dans les entreprises, qui passe par des décrets, en effet, qui d'ailleurs, à mon avis, sur le fond, de mon point de vue, est aussi bête que la révolution woke. C'est le symétrique parfait. Donc ça, c'est la nouveauté. Mais enfin, ce qui est vieux, c'est cette forme d'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire la volonté des États-Unis, au fond, de dire, à partir du moment où vous êtes une entreprise qui, de près ou de loin, a à voir avec l'économie américaine, vous êtes par exemple un fournisseur d'une grande entreprise, je dis n'importe quoi, de l'aéronautique, qui travaille, qui exporte aux États-Unis, vous devez être soumis au droit américain. Et ça, bien évidemment, à mon sens, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Ça a été d'ailleurs les propos à la fois du gouvernement français et du président du MEDEF, Patrick Martin, que de dire, attendez, on respecte, nous, les lois françaises. Il y a des lois, d'ailleurs, qui sont des lois pour la diversité en France. C'est le cas, par exemple, de la loi Copé-Zimmermann, qui d'ailleurs, honnêtement, Jean-François Copé n'est pas un woke, voilà. Donc, c'est une loi sur la parité dans les conseils d'administration. Et donc, c'est la loi française qui doit s'appliquer. Mais cet interventionnisme, et même d'ailleurs, on va en parler, mais c'est un peu une forme de protectionnisme, parce que au fond, quelle forme juridique prend cette demande américaine, cette exhortation plutôt américaine? En fait, c'est l'interdiction pour les entreprises françaises qui, du coup, s'engageraient dans des programmes pour la diversité, de répondre à des appels d'offres qui engagent les États-Unis. Donc vous voyez que c'est une forme de protectionnisme. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il me semble que les États-Unis ont exigé par le passé la chose exactement inverse. Exactement, c'était une. Il fallait montrer patte blanche et avoir toutes les politiques de diversité, de parité, d'inclusion. À ma modeste échelle, j'ai vécu ça, moi, dans l'entreprise que je dirige, Asterès, où on nous a demandé si les actionnaires de l'entreprise, c'est-à-dire moi en l'occurrence pour l'essentiel, on était femmes, transgenres, de quelle religion, etc. Dois-je vous dire que je cochais assez peu de cases. Mais c'est vrai qu'on pouvait se demander ce que l'entreprise avait à faire dans ces domaines-là, sachant que l'égalité salariale, la parité. Exactement. Quant à la discrimination positive, elle n'est pas pratiquée en France. Exactement. Non, ce qu'on pratique, c'est l'universalisme, c'est l'égalité au fond, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des lois qui peuvent ressembler à. Je parlais tout à l'heure de Copé-Zimmermann, qui peuvent ressembler à une forme de discrimination positive, mais en réalité, dans leur esprit, qui essaie d'établir une égalité des droits. Donc, honnêtement, moi, je trouve que la loi française sur ces sujets est très bien faite. Nicolas Bouzou, Donald Trump annoncera le montant des taxes qu'il compte appliquer à chacun de ses partenaires commerciaux sur une ligne de 13 000 produits. C'est une menace, évidemment, sur les exportations européennes, mais pas seulement. Les Chinois sont concernés, les Canadiens, les Mexicains, etc. Quelle est, selon vous, l'ampleur de cette menace? Énorme. C'est énorme. Ah, je pense que c'est énorme, oui. Oui, je pense que c'est. On a déjà une taxe qui a été annoncée la semaine dernière sur toutes les automobiles d'ailleurs, d'où qu'elles viennent, une taxe de 25%, mais on en avait eu d'autres avant sur l'acier, sur l'aluminium. Et il y a aussi des taxes très importantes qui s'appliquent ou qui sont censées s'appliquer à certains pays, le Mexique, le Canada. Alors, je dis sont censées s'appliquer parce que le président Trump annonce ces taxes, les retire, les remet, les double, les diminue, etc. Donc, tout ça est pas encore parfaitement calé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais mon idée, si vous voulez, c'est que les taxes qui vont être annoncées le 2 avril, que le président Trump a appelé le jour de libération
nationale de l'économie américaine, je pense que ces taxes seront importantes, mais la première victime, ce sont les États-Unis. Il faut quand même faire cette pédagogie-là et sans cesse rappeler qu'une politique protectionniste se retourne systématiquement en premier lieu contre celui qui l'amène, pour une raison qu'il est très facile de comprendre, c'est qu'une taxe, une mesure protectionniste, c'est une taxe, en l'occurrence énorme, sur les consommateurs américains et surtout sur les entreprises américaines. On est dans une économie qui est une économie où toutes les grandes entreprises dans le monde ont des chaînes de valeur qui sont mondiales. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour les grandes entreprises américaines? Ça veut dire que Tesla va souffrir énormément de cette politique. Tesla, elle produit en Allemagne et en Chine. Elle va souffrir énormément de cette politique. Apple, qui produit beaucoup en Chine, va souffrir énormément de cette politique. Donc, en réalité, c'est une politique qui est avant tout mauvaise pour les États-Unis, mais ça, c'est leur problème, mais qui est aussi, évidemment, mauvaise pour nous, puisque elle va limiter elle va renchérir le coût de nos exportations et elle va limiter du coup nos exportations et augmenter le coût de nos chaînes de valeur aussi. Ça veut dire une fragilisation de l'industrie en Europe? Bien sûr, partout dans le monde en fait. Oui. Partout dans le monde. En fait, ce à quoi on va assister, c'est une hausse du coût de production de toutes les industries dans le monde, donc perte de compétitivité, augmentation des prix pour les consommateurs, et avec cet effet un peu bizarre, en fait, le président Trump dit en fait, on veut relocaliser l'industrie aux États-Unis, mais ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, ça marche pas du tout, puisque il pénalise en fait aussi les industries américaines. Donc, en fait, les seuls pays qui pourraient tirer leur épingle du jeu, ce sont les petits pays, par exemple en Asie du Sud-Est, qui échapperaient complètement à cette espèce de folie protectionniste, si vous voulez. Trump n'est pas un imbécile, il est entouré de conseillers très compétents, donc c'est des gens qui sont tout à fait conscients des conséquences de ce que sera une politique protectionniste. Donc est-ce qu'ils ont un agenda caché? Est-ce qu'ils espèrent tirer des bénéfices malgré la catastrophe que vous leur annoncez? Je suis pas du tout sûr de vous suivre complètement sur votre diagnostic sur l'administration Trump. Je pense qu'il y a une vision, ce qu'on appelle, alors pardonnez-moi de pontifier, mais en histoire de la pensée économique, la vision mercantiliste, hein, qui, en fait, la théorie de l'administration Trump, c'est la suivante. Ça consiste à dire les États-Unis ont des déficits commerciaux avec tout un tas de pays. Ces déficits commerciaux sont mauvais pour les États-Unis. Il faut les corriger par des droits de douane. Bon. Ça, en fait, c'est l'analyse économique d'avant le XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, depuis Adam Smith, depuis Ricardo, et puis tout au long du XXe siècle, on sait que les choses ne fonctionnent pas comme ça. On sait que le commerce international est quelque chose qui, en général, il y a des exceptions, mais est mutuellement profitable. Et surtout, ce que l'on sait, c'est que si les États-Unis ont des déficits commerciaux par rapport à l'Europe, par rapport à la Chine, par rapport à quasiment toutes les grandes zones du monde, c'est en raison de leur puissance. C'est parce que le dollar est une monnaie internationale qui va partout. C'est parce que les États-Unis attirent ou attiraient des capitaux du monde entier qu'ils ont cette capacité à avoir des déficits commerciaux. Et donc, ce qui est le plus frappant dans la politique qui est menée par l'administration Trump, c'est que sur les sujets économiques comme sur les autres, elle défait l'ordre international qui a permis aux États-Unis de devenir une hyperpuissance, pour reprendre les mots du Bervedrine, une superpuissance si on veut relativiser un peu, mais notamment du point de vue économique. Si les États-Unis aujourd'hui, prenez l'intelligence artificielle, si les États-Unis ont toutes les grandes entreprises de l'intelligence artificielle, c'est justement parce qu'elles attirent beaucoup de capitaux, c'est parce que le dollar est fort, c'est parce que le monde entier va dans les universités américaines qui sont les meilleures au monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de capital risque, beaucoup de financement. Et un immense marché intérieur qui permet d'amortir les investissements. Et un immense marché intérieur, vous avez tout à fait raison. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, ce qui est mis en péril au profit d'une réindustrialisation moyenne gamme. Au fond, si je voulais simplifier un peu ce qu'essaie de faire l'administration Trump, c'est dire... la Californie terminée, les GAFA, tout ça, oui, parce qu'en fait c'est cette politique qui au fond sur laquelle Trump revient, qui a permis aux GAFA d'émerger ces dernières années. Donc ça c'est terminé au bénéfice de la Rust Belt, donc une réindustrialisation dans l'acier, dans l'automobile, etc. Je pense pas que ça marche, mais c'est ça
en vérité la stratégie américaine. Alors certains disent ils veulent déprécier le dollar. Oui, il y a une révolution monétaire qui serait emmenée par un conseiller de Trump, un conseiller économique qui s'appelle Stephen Miran. Oui. Et ce conseiller a un projet qu'il faut nous expliquer, même si c'est assez technique et pas facile à suivre. Alors Stephen Miran, c'est quelqu'un de très important dans le dispositif. C'est le président du conseil des conseillers économiques du président Trump. Donc c'est son plus proche conseiller sur le plan économique. Il a publié dès le mois de novembre un rapport d'une 40aine de pages que j'ai lu et qui explique que au fond il faut mener cette politique protectionniste pour corriger ces déséquilibres commerciaux, mais si ça marche, ça va faire monter le dollar. Problème, si le dollar monte, l'industrie américaine redevient à nouveau peu compétitive. Ce qu'on a gagné en compétitivité avec les droits de douane, on le repère à cause de l'appréciation du dollar. Et donc, il faut faire une grande conférence internationale avec l'Europe, avec la Chine, avec le Japon, pour, sous la menace, il le dit, Stephen Miran, faire en sorte que les pays fassent monter leur monnaie et que le dollar se déprécie. Alors, il y a un précédent historique, ce qu'on avait appelé les accords du Plaza, c'était en 1985 avec Ronald Reagan, mais Ronald Reagan avec des talents de négociation, et puis il avait un soft power, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais qui était très important et que n'a pas l'administration Trump. Mais d'ailleurs, il le voit bien, parce que dans ce document, ils disent bien que s'il faut utiliser des menaces, et notamment, encore une fois, la menace protectionniste, ils le feront. Dernière pièce à ce dispositif, ce que dit Miran, c'est que les États-Unis ne devront pas hésiter à limiter des flux de capitaux. S'il y a beaucoup de capitaux qui veulent aller aux États-Unis, ce qui fait monter le dollar, eh bien, il faudra empêcher ces capitaux de venir. C'est quand même très intéressant, y compris du point de vue idéologique, je dirais, parce que ce que l'administration Trump est en train de construire, c'est une espèce d'interventionnisme, de monstre interventionniste à l'échelle internationale, et donc on est pas du tout dans le libéralisme, on n'est pas du tout dans Ronald Reagan, pas du tout là-dedans. On est vraiment en train d'avoir un pays qui essaie d'intervenir absolument partout sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan monétaire. Et donc ça, pour reprendre votre question initiale, c'est quelque chose de très nouveau. Parmi tous les gens qui nous écoutent et qui ont fait leur carrière professionnelle, y compris depuis un certain temps, personne n'a jamais vécu ça. Nicolas Bouzou, est-ce que Trump peut réussir ce coup-là? Protectionnisme, dépréciation du dollar, avec contrainte de réévaluation des autres monnaies, où va-t-il se planter? Moi, je pense pas que ça puisse fonctionner. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui l'économie américaine, au moment où on se parle, qu'est-ce qu'on voit? On voit des indicateurs conjoncturels qui pointent vers le bas. L'économie, elle est bien sous Biden. La confiance des consommateurs est basse. Il y a des craintes inflationnistes. Et on voit même déjà des fuites de capitaux. Oui, un des invités de la matinale de l'économie de Stéphane Pedrazzi, le président d'Euronext, disait que depuis 2 mois, on assiste à un déplacement de l'épargne américaine vers des investissements européens. Notamment, non, confirmez. C'est clair. Ah oui, complètement. C'est ce qu'on voit dans les statistiques. Alors, l'administration Trump est en train de théoriser la récession utile. En train de dire finalement cette récession c'est un investissement pour l'économie américaine, mais très honnêtement on a beaucoup de mal à voir les choses dans ce sens. Donc non, je pense qu'il y a en fait une destruction des règles qui avaient fait la prospérité américaine après la guerre. Nicolas Bouzou, dernière question très rapidement. Votre ouvrage La civilisation de la peur, qui nous enjoint malgré tout d'avoir confiance dans l'avenir, a-t-il pris un coup de vieux avec les débuts pétaradants de cette présidence de Trump, ou au contraire pensez-vous que Trump commet une erreur historique dont l'Europe et la Chine doivent profiter? Ah non, alors là, comptez pas sur moi pour faire acte de contrition, je pense que c'est l'inverse. Je pense que l'Europe a un coup à jouer absolument extraordinaire. Moi, je le vois bien, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps, au Canada, au Royaume-Uni. En fait, ces pays sont demandeurs d'une relation commerciale, d'une relation économique, d'une relation financière avec l'Europe, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est nouveau. Moi, les Canadiens me disent, on sait que l'Union européenne, c'est très compliqué, qu'il y a trop de bureaucratie, mais on veut plus d'accords commerciaux, on veut plus de coopération énergétique, on veut aussi de la coopération en matière d'industrie de défense. C'est quelque chose qui n'aurait pas existé il y a un an. Nicolas Bouzou, merci d'être venu parler à nos auditeurs ce matin. Je rappelle le titre de cet essai, La civilisation de la peur, comment garder confiance en l'avenir. C'est paru l'an dernier chez IXO. Quant aux rencontres de l'avenir, elles auront lieu les 7, 8 et 9 novembre à Saint-Raphaël. Merci Nicolas. À suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gattegno.